plaisirs du mercredi. On va prendre le temps, ou pas trop quand même, pour parler bien d'un sujet de Formule 1. On parlera de MotoGP aussi également avec Margot qui sera avec nous pour le retour du MotoGP et une chronique encore une fois savoureuse. Brice Germain, Hamza Ramani aussi également présent sur ce plateau. Comme lundi, ouais, je me suis un petit peu... voilà. Si vous pouvez permuter, les gars. T'as pas envie d'être moi ? Non. Je comprends, moi non plus, j'aime pas être moi. Regardez le programme, justement, je vous en parlais de ce programme. Et le débat qui nous attend, il va être savoureux celui-ci. Red Bull doit-il chercher un concurrent à Max ? Ça, c'est une grande question qu'on va se poser. On va parler, bien sûr, de la thématique Red Bull. On va parler de la thématique Sergio Pérez, qui a peut-être déjà dit adieu au titre. Je dis peut-être, mais bon, on ne devrait pas mettre, en tout cas, de guillemets là-dessus. Et puis, Margot, qui va nous parler aussi également du nombre de vainqueurs différents, assez important du côté du MotoGP. Une discipline, j'ai l'impression, un peu moins prédictible que la Formule 1. C'est pour ça qu'on lui fera honneur, bien sûr, à la fin de cette émission. Le débat, est-ce que vous êtes prêts, les gars ? Oui. Eh bon, on y va tout de suite. Parlons de Sergio Pérez, parlons de Red Bull. Pérez a encore plié ce week-end. Il y a eu l'erreur du côté de Monaco. Il y a eu l'erreur aussi également en qualification du côté de l'Espagne. La première question, les gars, qu'on va se poser à travers ce grand débat, est-ce que Pérez a déjà perdu le titre ? Depuis Miami, il a quand même subi une claque, le pilote mexicain. Il y avait 6 points d'écart avant Miami entre les deux pilotes. Rappelez-vous du scénario. Verstappen qui part P9 alors que Pérez est en pôle. Et à l'arrivée, Verstappen gagne 5 secondes devant son coéquipier. Derrière, il y a eu beaucoup d'erreurs. Peut-être un coup au moral. La sortie en Q1 à Monaco, je le disais. Et les erreurs en course. 25-0 encaissé la semaine dernière. La sortie en Q2 à Barcelone aussi également. 26-12 cette fois-ci. Et 53 points d'avance pour Verstappen au championnat. 2 citations pour vous lancer sur ce premier topic. Helmut Marko qui disait dans une interview donnée à l'Autojournal le 29 mai dernier, Pérez pensait qu'il pourrait inquiéter Verstappen à Monaco parce que c'est un circuit urbain où il a l'habitude d'exceller. L'euphorie était peut-être trop forte car il voulait dominer Max, mais sa concentration a fait défaut. Au final, il est tombé sur plus fort que lui. Si Max continue comme ça, il sera définitivement champion du monde quelques courses avant la fin. Et puis, peut-être une note d'espoir pour Christian Horner qui nous dit Sergio doit affronter un pilote qui est au sommet de son art et c'est très difficile. Mentalement, c'est une chose difficile à gérer, mais maintenant qu'il y a un certain écart dans les points, cela peut en fait lui enlever un peu de pression et les attentes qu'il peut avoir. Je pense que maintenant, il doit se libérer de la pression et piloter de manière plus libre. Si j'écoute les deux citations, les gars, le championnat est plié. Oui, il commence à l'être. Après, encore une fois, il faut qu'on voit l'évolution de Red Bull, l'évolution des autres écuries là-dessus et voir comment Sergio Pérez s'en sort. Mais ce qui est sûr, c'est que la dynamique, elle est terrible pour Sergio Pérez à l'heure actuelle. Une dynamique, ça va, ça vient, donc on va voir comment ça évolue. Mais 53 points, c'est énorme dans la mesure où est-ce que Max Verstappen va encore, ne serait-ce que perdre 53 points possiblement au championnat vis-à-vis de tout le monde avant la fin de saison. Est-ce qu'il va lâcher 53 points ? Même ça, j'en suis pas sûr à l'heure actuelle. La fameuse stat habituelle qu'on réactualise après chaque course. Depuis début 2021, 51 courses disputées 39, par Verstappen, 30 victoires, ouais. 46 courses terminées, 30 victoires, Ouais, c'est ça. 42 podiums, 4 courses hors du podium. 4 courses hors du podium, alors qu'il n'avait pas toujours, depuis 2021, la voiture dominante comme c'est le cas cette saison. Si tu appliques ces stats, aucune course hors des points. Si tu appliques ces stats, alors j'ai pas le calcul, mais il doit perdre sur la fin de saison 70 points peut-être sur la victoire, que des victoires, je veux dire sur le nombre maximum de points possibles. Donc au final, Sergio Pérez, s'il veut être champion du monde là, c'est un sans faute obligatoire. mais c'est déjà ce qu'il disait après Monaco. Oui, et au final, l'erreur il l'a fait. Alors. Est-ce que c'est une question de pression, justement, comme le dit Christian Horner ? Il faut quand même se dire que la pression, je l'ai mise toute seule. Qui c'est qui a fait les déclarations après la 4e course en disant « Je suis moi-même à mon prime et j'ai le niveau pour aller chercher Max et c'est juste, ça va être très dur, mais j'ai le niveau. » C'est lui qui les a faites. On l'a dit en émission ici même, on a dit Sergio Pérez, en faisant ça, certes, il n'a pas le choix de dire ça parce qu'au final, sinon... ce serait un manque d'ambition, mais pour autant, il s'est tiré une balle dans le pied. Il a demandé à Red Bull, il a dit « Je veux faire jeu égal avec Max. » Ok, vas-y, on te laisse faire. Ça fait 2 courses que... Je pense qu'il ne s'attendait pas justement à ce que Red Bull le laisse faire, ou en tout cas, il était en train de placer ses pions en se disant « Si au mois de septembre, je suis allé dans les 30 ou 40 points de Max, à ce moment-là, j'aurais eu toutes ces déclarations, et à ce moment-là, regardez, ce sont eux les méchants qui me laissent pas piloter, qui me laissent pas me battre face à Max. » Sauf que finalement, on n'aura même pas le temps d'arriver
jusqu'au mois de septembre avec l'écart potentiel de 30-40 Donc points. En tout cas, Red pour le Bull, moment. Après, je sais Red pas. Bull a laissé faire quelque chose qui légitimait les choix passés et qui, au final, met Pérez hors de toute discussion et qui met Red Bull hors de toute polémique. C'est-à-dire que par rapport à l'année dernière où Max Verstappen avait besoin un peu plus de Sergio Pérez, en tout cas en début de saison, pour lutter contre Charles Leclerc. Ce qui s'était passé à Barcelone, tout le monde avait conspué Red Bull parce que la victoire devait revenir à Sergio Pérez, que c'était pas cool. Ça avait créé aussi l'imbroglio de Pérez à Monaco qui se crache soi-disant volontairement, plus l'imbroglio du Brésil. Là, en laissant Sergio Pérez faire cette déclaration, en lui laissant carte blanche pour aller se battre s'il veut, en fait, il lui offre simplement l'opportunité de montrer qu'il n'est pas au niveau de Max Verstappen. Et en qualification à Monaco et en qualification à Barcelone, il a ruiné en l'espace de 2 week-ends quasiment toute chance d'être champion du monde parce que, encore une fois, 53 points, ce n'est pas irrattrapable. Mais si tu as un Hamilton Rosberg, Verstappen ne lâche pas de points. Il ne lâche pas de points. Il lâche peut-être les points du meilleur tour en course. Il n'y en a que 3 cette saison. Ouf. Effectivement, c'est pas ouf. Mais il en lâche 1. Sinon, il a 4 victoires. Et à côté des 4 victoires, c'est quoi ? De deuxième place. 5 victoires, pardon. Qu'est-ce que tu veux faire ? Il lâche rien. Donc à partir de là, oui, Pérez à 53 points est hors du coup, je pense. Encore une fois, ça se trouve, on ressortira ça plus tard en disant que c'est pas le cas. Mais je ne vois pas comment il peut revenir. Et Pérez et Red Bull a donné l'occasion à Pérez de montrer ses limites, en fait. C'est ça le pire. C'est que finalement, Sergio Pérez, moi j'étais le premier à me dire il faut qu'il fasse une saison parfaite et je me disais qu'il était capable, avec toute l'expérience qu'il a accumulée, de faire une grosse saison en laissant peut-être filer par-ci, par-là des victoires ou des podiums. Et puis d'arriver au mois de septembre, encore une fois, dans mon script, dans mon scénario, si tu arrives au mois de septembre à 6, 7, 8 courses de la fin et que tu as une 30 trentaine, quarantaine de points de retard, 50 points de retard, là, ça peut commencer à sentir bon. Mais je vais être très honnête, moi, ce scénario, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas à ce que tout seul, il aille se cracher à Monaco sur un circuit qu'il a vu peut-être naître et éclore au sein de la famille Red Bull. Lui a pris une claque, en tout cas. Et pas passer la Q2 sur un circuit comme Barcelone où il doit l'amener à une main en Q3, ça fait mal, quoi. Et c'est là que la stratégie et le jeu d'échecs de Red Bull va être très empoisonné pour Sergio Pérez. Parce que première phase, on te laisse te battre. Fin de première phase, tu montres que tu as tes limites. Deuxième phase, maintenant, fais ce qu'on te demande de faire. Tu as voulu aller au-delà de ce qu'on te demande de faire, on t'a laissé faire. Maintenant, fais au moins ce qu'on te demande de faire. Et ben c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il va le faire ? Je veux qu'on aille tout de suite sur ce deuxième axe. Ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on demande, en définitive, à Sergio Pérez ? Il y avait cette déclaration d'Helmut Marko à Sky Sports. C'était le 9 mars dernier, donc juste avant le début de la saison, qui disait « Checo a encore 2 ans de contrat avec nous. Ce n'est pas pour autant qu'il sera plus tranquille. Il doit faire en sorte cette année qu'on soit premier et deuxième au championnat pilote. C'est notre objectif, car nous ne l'avons pas encore atteint. Si Max ne fait pas une bonne course, il faudra qu'il soit là pour assurer. » On ajoutera à cette déclaration ce que nous a dit Sergio Pérez ce week-end du côté de l'Espagne avant le début des essais libres, où Sergio Pérez a annoncé qu'il n'y aurait pas d'update, de mise à jour majeure en tout cas sur la Red Bull cette année. Vous savez que Red Bull a subi une pénalité de soufflerie et de CFD. La CFD, c'est les logiciels bien sûr qui permettent de travailler justement sur le développement de la voiture. Donc le développement de la Red Bull qui colle à peu près une seconde au bas mot en tout cas à la concurrence, le développement de la Red Bull devrait être figé et gelé dans les semaines à venir. À côté de ça, on en a parlé lundi, il y a l'émergence en tout cas d'un tant soit peu d'espoir du côté de chez Mercedes. Quid de l'évolution qui sera apportée aussi également sur l'Aston Martin. Est-ce qu'il ne peut pas se retrouver un peu en danger, notre ami Sergio Pérez, avec justement l'émergence de Mercedes et le fait qu'on ait gelé le développement chez Red Bull ? Aujourd'hui, j'y crois pas. Aujourd'hui, j'y crois pas pour une raison toute simple, c'est que l'objectif premier, c'est d'emmener un de tes 2 pilotes au titre. Pilote, ils vont le faire. Un des 2, vraiment ? D'emmener... Tu penses que c'est aussi simple qu'un des 2 ? D'abord, l'objectif premier, c'est un des 2 pilotes, de ramener le championnat constructeur. Je vois pas comment ils peuvent passer à côté, aussi bien pour Verstappen que pour Red Bull du Parce que constructeur. seul Verstappen peut y arriver. Donc. Et derrière, peut-être aussi. Et peut-être, tu as ce 3e élément qui voudrait que pour la première fois de l'histoire, Red Bull est le champion du monde et le vice-champion du monde. Maintenant, est-ce que à la fin de la saison, si Pérez est battu par Hamilton, par Alonso, par Russell, qu'importe,
Est-ce que forcément, ça mettrait en danger Pérez ? Je ne le crois pas, parce que je ne vois pas aujourd'hui quel pilote serait capable... Enfin, pas serait capable, mais quel pilote correspondrait à la philosophie Red Bull dans ce numéro 2 et qu'on va me dire potentiellement Daniel Ricciardo. Moi, aujourd'hui, je ne vois pas Red Bull mettre tout de suite Ricciardo si jamais il doit revenir en Formule 1. Je ne le vois pas forcément tout de suite chez Red Bull. Donc, j'ai envie de te dire qu'ils ont le lieutenant parfait. Un lieutenant qui, à un moment, a voulu devenir colonel et aller chercher. Manifestement, il n'a pas les compétences pour, en tout cas, il nous le montre sur ce début de saison. Ouais. Il se passe quoi quand tu fais un putsch et qu'il est raté ? Est-ce que tu C'est une bonne question, c'est vrai, t'as raison. Est-ce que tu reviens à ta place genre non mais finalement je suis bien là. Non mais je suis bien en P2, vous inquiétez pas. Enfin donc je pense que ça va laisser des traces à mon avis. Mais tu vois justement, je suis pas sûr que ça laisse des traces parce que Verstappen à mon avis, il n'a jamais été menacé, il ne s'est jamais senti en danger face au potentiel putsch de Sergio Pérez. Et à partir du moment où le colonel, le commandant, ce que tu veux, lui se sent pas forcément en danger. Le dictateur, même, on peut le dire. Il le regarde de si haut en même temps. C'est ça, mais en fait, dans l'idée, c'est ça. Et non seulement il le regarde, mais en plus, il le matérialise sur la piste avec ses résultats. Donc finalement, il n'y a pas de danger immédiat. Alors, il n'y a pas de danger immédiat. Oui et non, on n'est pas chez Mercedes. Hein. On n'est pas... Parce que pour moi, il y a un danger moyen-termiste, long-termiste, mais pas court-termiste, effectivement. Il terminera la saison, peu importe son classement, je pense. Mais Christian Horner a dit une phrase qui pour moi est lourde de sens et qui montre qu'il n'est pas en danger maintenant, mais il le sera à terme. C'est... alors, je vous lis la déclat, parce que je ne sais pas si tu l'as, hein, mais je lis la déclat. Il dit... C'est pas Nico Rosberg qui l'a dit non, ça. Non, t'inquiète pas. Parce qu'il a défoncé Nico Pérez Rosberg. est confronté à un pilote au sommet de sa forme, et c'est très difficile. Je pense que Pérez a besoin de se détacher du championnat et de se sentir libre de conduire. Traduction... Tout ce que tu nous as déclaré en disant que tu voulais jouer le championnat, maintenant t'oublies parce que t'es pas au niveau. Mais maintenant, du coup, que t'as plus de pression et que t'es libre de conduire, s'il te plaît, fais P2, ne fais pas P4, ne te crache pas à Monaco, ne rate pas ta qualification à Barcelone. Tu as tous les moyens en place dans ta monoplace et dans ton pilotage pour faire P2. Donc, si tu ne termines pas premier quand Max n'est pas là, deuxième quand Max est là, il y a un moment donné où nous, ça ne va plus nous convenir. C'est ça que veut dire cette déclaration. Hein. C'est juste... Ok, tu as inventé... Déclaration qu'on a vue tout à l'heure, en fait. Je vais te le dire. Ouais, je relance dessus pour l'étayer sur le commentaire à faire dessus. Bien sûr. Ce qui est important à capter là-dessus, c'est de se dire que en disant ça, on passe à la phase 2, genre tu reviens à ta place initiale, mais par contre, s'il te plaît, fais le boulot. Parce que pour le moment, on est dominant, mais si un jour on ne l'est plus, nous n'allons pas attendre, comme a fait Mercedes, que Bottas soit défaillant pour... le virer. Nous, si on sent que tu es défaillant et qu'à terme, tu n'es pas assez puissant comme numéro 2 pour nous, nous prendrons ailleurs. Il y a la question, effectivement, du vivier. Voilà. Mais ça, les gars, on va y revenir. Mais quand je regarde le classement des pilotes, je vois qu'on a un Fernando Alonso qui a 18 points aujourd'hui de Pérez. Je vois qu'on a un Lewis Hamilton qui est à 30 points de Sergio Pérez. Est-ce qu'il peut être menacé pour ce titre de vice-champion ? Mais bien sûr, évidemment. Évidemment. Mais après, c'est peut-être aussi tout bêtement, on n'a pas encore évoqué cette hypothèse. C'est peut-être juste un problème de confiance pour Checo Pérez. Après ce qui s'est passé à Miami, ça lui a mis une première gifle. Ce qui s'est passé à Monaco, ça lui a mis une percute. Et derrière, il faut rappeler quand même un élément très important en Espagne, c'est que avec ses propres réglages, il n'arrivait pas à faire conduire la voiture de la manière dont il le souhaitait. C'est un style différent. Du coup, il a pris les réglages de Max Verstappen, alors qu'on a deux pilotes qui ont un style totalement différent. Je rappelle que Pierre Gasly, il se fait virer de chez Red Bull parce qu'il n'arrive pas à performer, mais Gasly, c'est pas du tout le style Verstappen au niveau du pilotage. Pareil pour Alex Albon. Et là, Checo Pérez, il est dans un tel sentiment d'impuissance, ou en tout cas, il l'était à Barcelone, qui s'est retrouvé dans presque l'obligation de prendre le réglage de Max, de l'adapter à sa voiture et de faire ce qu'il est possible de faire. Et faire ce qu'il est possible de faire, c'est une 4e place. C'est finalement être le meilleur des autres à partir du moment où tu as Mercedes qui revient, peut-être pas encore au premier plan, mais qui revient jouer à la régulière des podiums. Peut-être que dans 2 semaines au Canada, peut-être que dans un mois, on retrouvera un momentum positif qui lui permettra, mais ce sera peut-être déjà trop tard à ce moment-là. Oui, parce qu'en fait, on est face à un pilote, encore une fois, je ne suis pas pro-Max, c'est juste un constat. On est face à un pilote qui, de par les stats que tu as expliquées, ne laisse rien. Donc, s'il a de nouveau un momentum où il gagne 3 courses de suite, qu'est-ce que ça change face à un mec qui fera 3 fois 2e ? Réellement, lui,
il prend pas des 25-0 Verstappen, ça n'arrive jamais qu'il prenne des 25-0 hors casse ou accident. Ça n'arrive jamais. Même en Hongrie, et en 2021, quand il se fait éclater par le strike de Valtteri Bottas, il la ramène 9e et il ramène des positions. Et c'est comme Lewis Hamilton aussi, quand il sort en Allemagne en 2019, il sort 2 fois, il se fait une toupie au virage 1 et au dernier virage, il explose son aileron et il prend une pénalité parce qu'il traverse la loi des stands. Et il termine 9e. Ils vont chercher des points. Tu te souviens du dernier abandon de Max Verstappen, parce que je suis allé le chercher parce que je me... Aucun souvenir. C'est Azerbaïdjan 2021, non ? Non, début 2022, donc il y a Bahreïn. Ah bah ça va Melbourne. Ah oui, Et pardon. puis après Melbourne 2022. Oh la vache. Et il faut Donc on se est dire... sur quoi, 20, 25 c'est ça. GP sans Un an, le quasiment. moindre abandon. Et depuis la France, depuis le Grand Prix où on était, ça commence à faire longtemps pour nous dans nos têtes. C'est vrai. Depuis la France, Red Bull a gagné tous les Grands Prix sauf le Brésil. Donc en fait, ils ont... non mais... Je comprends qu'il y ait de moins en moins de gens qui regardent la Formule 1 quand même. Russell gagne le Brésil, sinon depuis le 24 juillet 2022, toutes les victoires sont Red Bull. Donc, où est l'excuse pour Pérez ? Il n'en a aucune. Il n'en a aucune. Et on dirait la même chose de Valtteri Bottas à l'époque, en sachant que le board de Mercedes avait une gestion beaucoup plus relaxe et rationnelle des choses, en se disant tant qu'on est champion constructeur, ils s'en foutaient du vice-champion pour Bottas. Au contraire, ils voulaient de l'action pour qu'on ne change pas le règlement. Il est parti le chercher 2 fois, je crois, Bottas. 2 fois sur 5 ans. Vu la domination de Lewis Hamilton, c'est assez faible quand même. C'est 40%. Avec les stats que vous avez donnés, les gars, on va se poser la dernière question. Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même un numéro 2 plus consistant du côté de chez Red Bull ? Alors vous, chez vous, j'imagine que vous allez me répondre oui. Mais il y a cette fameuse phrase qu'on a beaucoup utilisée pendant l'hégémonie Mercedes, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Si Red Bull garde une voiture dominante dans les années à venir, qu'il n'y a pas de match entre le pilote numéro 1 et numéro 2, il y aura forcément moins d'intérêt pour la Formule 1. Le public va commencer forcément à se lasser. Est-ce que Max ne peut pas se lasser non plus de cette non-concurrence ? On a de plus en plus de déclarations de Max Verstappen qui nous expliquent que sa fin de carrière, elle arrivera peut-être de manière un peu prématurée parce qu'il veut se concentrer sur d'autres défis, notamment l'endurance. Pérez, est-ce qu'il ne peut pas s'épuiser aussi également de combattre Max Verstappen ? Et quelles sont les possibilités sur le marché ? Vous avez commencé à en discuter. Il y a Daniel Ricciardo. Est-ce que ce ne serait pas la fausse bonne idée ? Parce qu'il paraît qu'ils l'ont mis dans le simulateur. Ça a été une catastrophe. Ils vont même lui payer un roulage pour essayer de lui redonner un petit peu d'allant mental et psychologique. Après, Ricciardo, ça reste un ancien pilote. Et il y a des pilotes qui, sur simulateur, oui, sont complètement, moins t'as bons. raison. Et l'ancienne école, Lewis Hamilton, on le voit rarement dans le simu. Oui, c'est vrai, dans le simu, c'est rare. T'as raison. Et c'est bien de le préciser. Et pourtant, c'est la important. filière Red Bull qui est quand même pas encore prête. Et est-ce qu'il y a une autre solution qui pourrait venir de l'extérieur, à l'image un peu de Sergio Pérez ? Pérez, oui, voilà. Ça vient de l'extérieur. Après, ils étaient peut-être un peu dans l'urgence. Alors, il y a beaucoup de questions. Si on répond déjà pour la suite, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je vois pas qui pourrait être réellement menaçant pour Sergio Pérez. La solution évidente, ça semble être Daniel Ricciardo, mais encore une fois, si jamais il doit faire un retour, je suis pas sûr qu'on le place tout de suite au sein de la Red Bull. Donc je vois pas. Après, Tsunoda, encore une fois, moi je suis incapable de dire. Alors il fait un bon début de saison, mais je suis incapable de voir s'il a un avenir déjà chez AlphaTauri. De Vries, on va même pas en parler, et le reste, ils sont en F2. Tsunoda, il s'affirme quand même davantage, de plus en plus. Ouais, mais il y a peut-être des communications dans la radio, des choses comme ça, où tu dis il est pas forcément prêt aujourd'hui pour Red Bull. Pour la maison mère. Des erreurs aussi. Broyé par la maison Red Bull, donc ce serait peut-être aller chercher à l'extérieur. Soit un ancien de la maison Red Bull, ça peut être un Carlos Sainz, ça peut être un Pierre Gasly. Moi, j'ai une solution, si vous voulez. Mais honnêtement... Pierre Gasly ? Ah non. Attendez. Fernando Alonso, mais oui, t'as raison. Mais bien sûr. J'y crois pas une seconde. Non, mais moi non plus, j'y crois pas. Mais Non, attends. Si on réfléchit 2 secondes, Red Bull. Prendre un pilote expérimenté qui serait là pour complètement... Avec une voiture dominante, je parle, vraiment dominante. Qui serait là pour le spectacle, pour qu'on voit la marque Red Bull. Parce que Red Bull, encore une fois, est une marque. Sûr. Tout le monde réclame ça. Il est convaincu. Non mais tout le monde... Alors jamais il ne voudrait, par exemple, mettre de l'ombre à Max Verstappen. Ça, c'est possible. Fernando Alonso, c'est quand même une sacrée... Je suis d'accord, mais pour autant, est-ce que pour faire rester Max Verstappen dans une situation de lassitude qu'il exprime déjà c'est ça. après 2 C'est ça, titres, le point. il exprime déjà une lassitude. Il a, encore une fois, comme je disais dans le débrief, déclaré en début de week-end, je ne comprends pas ce que foutent les autres, parce que concrètement, en fait, nous, on n'amène rien, eux, ils amènent plein de trucs,
on n'a pas forcément fait un travail de dingue, de folie, et on leur met une seconde 5. Et encore une fois, je reprends la déclaration d'un journaliste néerlandais, à chaque fois son nom m'échappe, qui parle de deadline 2028 pour Verstappen. Verstappen, ce week-end, il a fait une ITV à DAZN avant le GP du côté de Barcelone, où il disait, pareil, qu'il ne se voyait pas rester jusqu'à 42 ans comme Fernando Alonso, qu'il a des aspirations, comme tu le disais, en endurance, et peut-être même de devenir propriétaire d'une équipe en endurance. Enfin, lui, il est vraiment dans une optique... Il a fait, ce qu'il le répète, il a fait ce qu'il devait faire en fait en Formule 1. Aujourd'hui, ce qui le motive, c'est le fait d'être en haut et il prend du plaisir à être en haut. Mais le jour où il ne sera plus en haut ou le jour où, à force d'être en haut et qu'il n'y a pas de concurrence, c'est peut-être quelqu'un qui va... Et on va peut-être découvrir une facette de Max qu'aujourd'hui on ne connaît pas, qui sera celui du pilote qui sera totalement démotivé, un peu comme Hamilton en 2016 finalement, qui en plus a quelques problèmes. À ce moment-là, il prendra peut-être la porte. Donc il faudra aussi peut-être le remotiver. Mais je suis pas sûr que Alonso ou que... Vous savez, même si le gars est gourmand, au moment où il a vidé le buffet, il a plus faim, quoi, tu vois. Donc là, pour le coup, il en a jusque-là. Donc effectivement, c'est normal qu'il y ait un peu de lassitude de la part de Verstappen. Et je vais revenir sur un événement de l'histoire que beaucoup considèrent comme la plus grande farce, à savoir Abu Dhabi 2021. Mais quelle est la phrase de Max Verstappen au moment où il sort du baquet à Abu Dhabi 2021 Je finirai chez vous. Il hurle, est-ce qu'on peut refaire ça 10 ou 15 ans ensemble Comparé à ce qu'on entend de lui cette saison, comme quoi dans 4 ou 5 ans ça pourrait être terminé, la bagarre lui manque. Parce que ce qui s'est passé en 2021, je pense que lui... je suis pas sûr qu'il ait le goût de la viande, je pense qu'il a le goût du sang. Aussi. Et c'est-à-dire que c'est pas forcément gagner la guerre qui l'intéresse, c'est la guerre en elle-même et la gagner. Mais en soi, gagner la guerre alors qu'il n'y a pas d'armée en face, je pense que c'est quelque chose qui le saoule. Donc pourquoi pas aller amener un loup dans la bergerie ? Parce que dans la bergerie, c'est pas un mouton, Max Verstappen, c'est un autre loup. Donc mais ça pourrait être bien pour garder Max Verstappen motivé. Oui, après, mais encore une là, fois, t'es dans l'optique d'une écurie hyper dominante dans les années à venir. Je suis incapable de dire déjà si en fin de saison Red Bull sera toujours aussi dominant. Je rappelle qu'Aston Martin a terminé 7ème, je crois, du dernier championnat, ou en tout cas la mi-saison était 7ème, ce qui leur a permis, ce qui va leur permettre d'avoir beaucoup de soufflerie et de CFD par rapport à Red Bull. Rien nous dit que début 2024, déjà l'écart rien que pour la tête n'est pas resserré, par exemple entre Red Bull et Aston. Tout à fait. C'est une hypothèse juste en pensant au vivier hors maison. Et t'as raison au marketing de Red Bull aussi. Oui. Qui a besoin de marquer les esprits. Et tu l'as dit, s'il tue la concurrence en Formule 1, si l'intérêt baisse en Formule 1, peut-être que... Et il ne ferait pas venir Hamilton. Par les cheveux, ils lui ont gardé Mark Webber. Oui, t'as raison, pendant quelques années. Ouais. Parce que Mark Webber le réclamait. Ça se trouve aujourd'hui avec les déclarations de Max Verstappen sur la lassitude, peut-être que justement ils vont prendre en compte ça. On n'a pas entendu Max Verstappen dire Sergio Perez est le meilleur coéquipier que j'ai jamais eu. J'ai jamais dit ça. Mais pour répondre à ta question et pour conclure, je pense Sergio Perez, aujourd'hui en tout cas, on est au mois de juin, début juin. Je vois pas forcément de réelles menaces. Même s'il devait terminer, par exemple, 3ème du championnat de pilote, je le vois pas forcément menacé pour la tout de suite. Et imagine, Lewis Hamilton, au moment de paraffer son nouveau contrat avec Mercedes, coup de téléphone de Max qui lui dit « Écoute, je m'ennuie, rejoins-moi chez Red Bull. » T'imagines un petit peu. Même pas sûr qu'il ait son numéro de téléphone. Non, mais ça, je pense pas. Il est bloqué. Et je pense qu'Hamilton irait, parce qu'il y a ça aussi, est-ce qu'un grand champion ira s'asseoir à côté de Max Verstappen dans la famille de Max Verstappen? Je suis pas sûr. Hamilton, s'il part, c'est pour une écurie mythique comme Ferrari, mais je ne le vois pas aller chez Red Bull. Et on va encore faire des prédictions filmées. Exactement. Ouais, on fera un zapping, c'est promis. Les gars, merci pour ce débat, c'était incroyable. Mettez-nous bien sûr en commentaire ce que vous pensez de tout ça, les amis, et on aura l'occasion bien sûr de répondre avec vous et d'échanger toujours sur les réseaux sociaux. Trêve de Formule 1, parlons un petit peu de MotoGP. Il y a du spectacle, c'est totalement même imprédictible. Et qu'est-ce qu'on est content de retrouver Margot ici sur ce plateau. Salut Margot, ça va ? Salut, super contente de revenir. Bah écoute, ça faisait longtemps et on est content de parler MotoGP parce qu'il y a plus de vainqueurs différents en MotoGP qu'en Formule 1. C'est un peu le sujet bien sûr d'aujourd'hui. Justement, tu es venu nous parler de la diversité de ces vainqueurs en MotoGP. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on a autant de vainqueurs différents ? Et déjà, je vais commencer par vous donner un chiffre, comme ça vous allez un petit peu comprendre où je veux en venir, puisque depuis 2020, on a 16 pilotes vainqueurs différents en MotoGP. C'est le constat depuis un certain temps. Aujourd'hui, un peu tout le monde peut gagner en MotoGP, donc ça fait plus de spectacles pour le public, et nous, les journalistes, on est contents parce qu'on a plein d'histoires à raconter. Donc c'est intéressant surtout de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Donc je vous laisse visualiser un petit schéma dans votre tête, un arbre, ce que vous voulez, avec plein de raisons, et aussi ce qui en découle, parce qu'il y a des conséquences à tout ça.
Premièrement, on en parle un peu moins déjà ces derniers temps, mais c'est Marc Marquez et sa blessure en 2020, ce qui fait qu'il a été absent. Donc forcément, ça laisse plus de place à de nouveaux vainqueurs. Et on n'aurait sans doute pas eu 9 vainqueurs différents cette année-là. Donc c'est un petit peu comme une nouvelle ère pour le MotoGP. Et d'ailleurs, Marquez n'a pas gagné depuis le Grand Prix d'Émilie-Romagne en 2021. On ne s'en rappelle pas parce que Fabio Quartararo a été champion. Donc nous, Français, on ne se rappelle pas trop. Mais deuxièmement, c'est le championnat qui est de plus en plus serré. Les motos, tout simplement, sont de plus en plus performantes. Et ça, c'est grâce à la réglementation technique, mais aussi sportive. L'écart entre les pilotes, elle se réduit considérablement. Enfin, l'écart, il se réduit, considérablement. Et c'est rare, en MotoGP, de voir un pilote se faire reprendre d'un tour ou deux, comme en F1. C'est beaucoup plus rare. Et généralement, il y a une quarantaine de secondes qui séparent le premier et le dernier. Et les top 10, les top 15 sont de plus en plus serrés. Et eux-mêmes s'inscrivent dans des records du championnat. Et troisièmement, ça va un petit peu avec cette raison, c'est que les teams satellites, les teams privés, clients, comme vous souhaitez les appeler, sont en mesure maintenant de rivaliser avec les teams officiels. Parce que vu que les motos évoluent, eh bien, eux disposent de motos plus performantes, de motos officielles. Donc, ça laisse plus de possibilités. Si on prend l'exemple de Ducati avec 8 motos sur la grille, la meilleure du plateau, eh bien, ça donne plus de chances pour leurs pilotes. Là, actuellement, par exemple, si on prend le classement des équipes, c'est la VR46 qui est leader, suivi de Prima Pramac et Ducati, donc le team officiel, n'est que 4e au championnat. Après, ça a nuancé parce qu'il y a l'absence d'Enea Bastianini qui n'est pas là. Et derrière ça, il y a une polémique qui s'est créée avec l'un des pilotes Ducati, donc Francesco Bagnaia, le champion en titre, qui disait qu'il fallait retrouver un écart un petit peu entre les teams usines et les teams satellites. Tu m'étonnes. Ouais, non, mais alors, c'est là où il faut nuancer aussi, parce que donc, avant, il y avait 6, 7 dixièmes, mais les mots étaient sortis de leur contexte, et j'étais là quand il l'a dit, c'était après le Grand Prix de France en salle de presse au Mans. Et à la base, la question, c'était pourquoi c'était un peu une question sur la sécurité, l'augmentation du nombre d'accidents, notamment au début des courses. Et c'est la conséquence un petit peu de tout ça aussi, c'est que les pilotes sont beaucoup plus agressifs parce ils savent qu'ils ont tous leur chance de gagner. Donc, ils veulent gagner aussi dans les premiers tours. Et ensuite, ça cause aussi des chutes parce que l'évolution technique des motos font qu'elles sont plus grosses et ça crée des problèmes. Il y a plein de choses qui en découlent. Donc après, si on revient au sujet de base, je pense que voir de nouveaux pilotes remporter des courses ou même des championnats, peut-être comme Marco Bezzecchi qui est dans un team privé, c'est génial. Maintenant, il faudrait peut-être trouver un juste milieu, un équilibre, c'est mieux comme ça, un équilibre entre un championnat plus ouvert et une élévation générale du niveau moto et pilote, sans avoir autant de frayeur qu'on peut avoir avec toutes ces chutes et ne pas avoir de gros dégâts humains. Est-ce que c'est un phénomène nouveau, justement, qu'il y ait autant de vainqueurs différents ? Est-ce que tu peux parler d'âge d'or ? Je sais qu'on aime bien, les journalistes, mettre tout de suite une grande étiquette. Mais est-ce que c'était comme ça avant ? Âge d'or, j'irai pas jusque-là, parce que ça va dans la dynamique, dans l'évolution du championnat. Avant, il n'y avait pas autant de vainqueurs. Mais avant, il n'y avait pas autant de Grands Prix aussi. Maintenant, on a 21 Grands Prix. On en a déjà parlé. C'était, je crois, le premier sujet dont on avait parlé. Et avant, il y avait une dizaine de Grands Prix. Et 21 sprints en plus. Et en plus, maintenant, heureusement. enfin, bref. Et donc, j'ai demandé à Thomas Morcellino, qui est le statisticien officiel de la Dorna, et il m'a envoyé un long message où, au fur et à mesure, ça fait 1, 2, 3, 4, jusqu'à arriver à 9 vainqueurs différents par année, par saison. Donc oui, ça augmente, mais voilà, il y a cette nuance. Et puis, ça a beaucoup marché aussi par nationalité, un petit peu. En fait, avant, tu avais Giacomo Agostini qui était leader dans les années 70. Après, il y a eu les Américains. Ensuite, il y a eu les Australiens, l'époque de Mick Doohan. Tu as eu l'époque des 4 Fantastiques avec Lorenzo, Rossi, Pedrosa et Stoner. Donc, ça marche un petit peu par époque dans le MotoGP. Donc, c'est vrai que maintenant, de voir plein de nouveaux vainqueurs et de néo-vainqueurs aussi. Parce que depuis 2020, on a 10 nouveaux vainqueurs. Et c'est exactement le même chiffre qu'entre 2008 et 2019. C'est cool. Donc la stat, elle est intéressante. Donc oui, il y a plus de vainqueurs, mais il y a plein de nuances à faire. Parce que par exemple, en 2020, tu as 9 vainqueurs différents. Tu as certes 15 Grands Prix, mais sur les 15 Grands Prix, tu en as 8... il y en a beaucoup sur les mêmes circuits. Parce que c'est l'année du Covid. Et en plus, cette même année-là, Joan Mir est titré champion, mais en gagnant qu'une seule course. C'est d'ailleurs le seul à avoir fait ça. Donc il y a
Il y a des chiffres qui sont intéressants, mais à chaque fois, il faut les nuancer. Mais oui, il y a plus de vainqueurs. Mais bon. Tu parlais du resserrement de performance entre les écuries clientes et les écuries constructeurs, on va dire. On a un resserrement en F1 tout pareil, et pour autant, on a quand même le même mec qui gagne tout le temps. Est-ce que le ratio d'importance entre le pilote et la moto, il est aussi déséquilibré qu'en F1 ou est-ce qu'il est plus équilibré ? En F1, on sait que c'est 90 la voiture, mais presque, et 10% le pilote, ça dépend le pilote, tu vas me dire. Mais est-ce qu'en moto, le pilote peut faire plus de différence qu'en F1, par exemple ? C'est un peu en train de changer. À la base, à l'origine, oui, le pilote est beaucoup plus important que la moto. Et en soi, ça l'est encore. Même Marquez, il l'a dit en fin d'année 2022, que voilà, les plus rapides sont devant. Mais aujourd'hui, le MotoGP, et si le championnat reste dans cette même dynamique de développement technique, on va aller vers quelque chose de similaire à la F1. Et c'est la crainte, en fait, du MotoGP. Actuellement, si tu as une très bonne moto comme la Ducati, t'es devant. Et on le voit sur les résultats. Mais si tu as une mauvaise moto à l'instar de Quartararo, c'est compliqué. Tu peux pas faire grand-chose actuellement. Bon, lui, il a quand même à faire certaines choses parce que c'est l'un des meilleurs pilotes sur la grille. C'est pas parce que je suis française, mais c'est beaucoup le disent. Mais voilà, il y a cette grosse crainte en MotoGP. Marquez explique que les motos deviennent moins manuelles. Alvaro Bautista, qui est actuellement le champion en titre en World Superbike et qui a été pilote en MotoGP, explique que voilà, il y a beaucoup plus de déplacements dans son championnat et que les pilotes font encore la différence avec des motos où en fait c'est les pilotes qui doivent pallier les points faibles. Il va y avoir la Yamaha, la Ducati ou encore la Kawasaki. Toutes auront leurs points faibles et toutes auront leurs points forts. En MotoGP, maintenant, c'est la moto qui met la limite et elles sont toutes pratiquement au même niveau. Donc, il y a beaucoup moins de possibilités, on va dire, pour les pilotes de faire la différence. En plus, maintenant, tu as aussi cette critique sur l'électronique, mais tu es obligé d'en mettre de l'électronique parce qu'elles sont tellement évoluées qu'il faut pallier à certains problèmes. L'électronique, c'est un grand sujet, c'est un grand débat aussi. Les anciens pilotes détestent ça. J'ai eu la grande chance de parler avec Mick Doohan de ça et c'est la première chose qu'il m'a dit. Quand on parle du MotoGP actuellement, je lui ai demandé un peu sa vision. Il m'a directement parlé de l'évolution des motos et que c'était trop. Exactement. Merci beaucoup Margot. En tout cas, malheureusement, manque de temps dans cette émission et sur ce plateau, mais tu reviens nous voir le plus vite possible pour nous parler à MotoGP. On adore bien sûr ta chronique et on la plébiscite. Merci aux équipes techniques de First Team qui étaient bien sûr présents aussi également aujourd'hui après une nuit qui a été absolument courte. Et je vous dis très rapidement, voilà, c'est comme ça, ces petits t-shirts là, c'est les amis de Slick Collection. On lance un concours, donc soyez sur les réseaux sociaux. On va le lancer cette semaine sur Instagram. Donc restez connectés. Merci Hamza. Merci Brice, merci Hamza, pardon, et merci Margot. Merci. À dans 2 semaines, les amis, désormais pour le retour de la Formule 1. Ciao.